Bonjour à tous et bienvenue pour le Dealmaker Show, une nouvelle édition, une nouvelle rencontre. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Bianchi, CEO de TSG. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Mathieu, merci de votre invitation. Eh ben, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un CEO bien connu du monde du private equity, mais pas que, nous y reviendrons. Vous êtes aujourd'hui donc CEO de TSG, une entreprise qui a eu plusieurs vies, qui a cédé à un moment une partie de son activité à l'américain Dover, la partie industrielle. Vous êtes dans tous les services et la machinerie associée, on va dire, à l'époque en tout cas, à la station-service classique. Vous cédez... Bon, on peut le dire, hein, des usines de pompes à essence, voilà, à un américain Dover, ce qui vous laisse toute la place, qui laisse toute la place au groupe pour mettre en place une stratégie consistant à accompagner la mobilité de demain. Voilà, donc vous êtes en plein pivot, vous l'avez déjà bien commencé, on va y revenir, pour du coup effectivement accompagner l'essor des véhicules électriques. HLD, une holding d'investissement bien connue, nous saluons Cédric Château notamment, arrive en 2020, vous arrivez à les convaincre de vous suivre dans cette vision, il valorise à l'époque l'entreprise à près de 500 millions d'euros, vous faites à ce moment-là 650 millions d'euros de CA, et la piste d'HLD et de TSG est très claire, c'est le build-up au niveau version européenne, pan-européenne, puisque du coup vous êtes dans un marché segmenté, éclaté, et qu'il y a tout intérêt à le concentrer. 3 ans après, vous finalisez votre 20e acquisition. Évidemment, vous avez commencé pas tout de suite, donc on va dire qu'on va garder en tête 2 ans, 20 acquisitions, ce qui est énorme en termes de rythme, évidemment. Dans les nouvelles énergies de mobilité, les services techniques associés, donc je le disais, par rapport à ce pivot, vous faites près d'1 milliard de chiffre d'affaires, dont combien en France à peu près ? 200 millions environ. 200 millions en France, donc vous avez fait x2 depuis 2020. Vous êtes passé de 3500 à 6000 collaborateurs. Vous êtes présent en France, en Europe, en Afrique. Bonjour Jean-Marc Bianchi. Une première question peut-être. Vous venez de closer donc 2 acquisitions qui ont été annoncées seulement hier, donc nous sommes début juillet. On peut parler de ces 2 acquisitions et peut-être justement se concentrer sur elles pour cristalliser le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et regarder un peu dans le rétroviseur. Alors d'abord un petit mot sur notre stratégie que vous avez assez bien illustré. TSG est un acteur incontournable de la transition énergétique. On est le leader des services techniques pour toutes les entreprises qui sont en train de faire leur transition énergétique pour la mobilité, qu'il s'agisse, comme vous l'avez évoqué, des stations-service ou des clients qui ont des flottes privées de véhicules qu'elles souhaitent convertir petit à petit vers l'électrique, le gaz, l'hydrogène. Et on les accompagne dans cette transition. Pour ça, on est un métier de business services. Donc, on vend des équipements, on installe des équipements et on maintient des équipements. Et petit à petit, on a pris le mouvement, effectivement, vous l'avez dit, au moment de la séparation avec le groupe Dover, d'accélérer vers le multi-énergie et notamment vers l'électrique et le gaz. Les nouvelles énergies de mobilité qui représentaient moins de 1% de notre chiffre d'affaires il y a 4 ans, c'est aujourd'hui près de 30% de notre chiffre d'affaires et donc un très fort développement. Et donc j'en arrive développement à la fois organique mais complété pour à peu près un tiers par une vingtaine d'acquisitions dans les 2 dernières années. Donc ça, c'est important, parce qu'au-delà du Dealmaker Show, vous avez fait plus de 2 tiers de votre croissance, donc de ce x2 est dû à de la croissance organique. Oui, TSG, c'est 400 millions de croissance sur les 4 dernières années, 10% de croissance organique par an, y compris pendant la période Covid, complétée par une vingtaine d'acquisitions. Donc pour revenir sur votre question, dans quel contexte se placent les 2 dernières acquisitions ? Ce sont 2 magnifiques sociétés, très représentatives de ce qu'on aime faire chez TSG, des sociétés de taille intermédiaire, entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires chacune. L'une qui s'appelle EEG, dont le périmètre d'intervention, c'est le solaire en Afrique du Sud, et une autre qui s'appelle JCM, dont le périmètre d'activité, c'est le solaire également, mais dans les Pays de Loire, en France. Et donc ces 2 sociétés visent à compléter notre offre pour accélérer dans les services pour la transition énergétique, puisque de plus en plus de nos clients nous demandent des offres de services électriques intégrées, c'est-à-dire non seulement leur vendre, leur installer et maintenir des bornes de chargement électrique, mais également, au-dessus de ces bornes, d'installer des hauts-vents ou des ombrières avec des panneaux solaires pour pouvoir, avec une batterie de stockage, stocker de l'énergie. Et de la même manière, beaucoup de nos clients, qu'il s'agisse des stations-service ou des flottes privées, nous demandent de recouvrir le toit de leurs équipements
les stations ou les entrepôts de panneaux solaires afin d'améliorer leur indépendance énergétique, qui est très important dans le contexte que vous connaissez d'augmentation forte du coût de l'électricité ces dernières années. Oui, on se souvient de l'annonce de Patrick Pouyanné s'engageant à équiper un tiers des stations-service en panneaux solaires sur les toits pour les rendre un petit peu plus autonomes. Exactement. Et donc, c'est dans ce contexte-là que ça se place. Et ça concerne tous les pays où nous intervenons, avec le même niveau de maturité, bien sûr en Afrique, mais bien sûr également en Europe centrale, où cette tendance, elle est en train de se globaliser partout. Parfait. Merci pour cette présentation, Jean-Marc Bianchi. Pourquoi vous rejoignez TSG en 2019 ? Alors, je rejoins une aventure entrepreneuriale d'abord. Le fondateur du groupe, Baudouin de Latour, était sur le point de prendre sa retraite, voulait un successeur avec un passé d'entrepreneur, de développeur d'entreprise pour aider le groupe à faire cette transition et faire beaucoup de croissance. Donc ça veut dire à la fois cultiver les valeurs existantes du groupe, qui avait des positions extrêmement solides, dans les métiers traditionnels de l'énergie, du fuel, avec des clients loyaux, avec 3500 techniciens de grande qualité, et puis en même temps faire de ces deux forces le pivot pour accélérer vers la transition énergétique. Donc ce qui m'a séduit, c'est d'abord l'aventure entrepreneuriale. Le plan de route était simple, doubler la taille du groupe, et deuxièmement, l'amener à accélérer très vite dans un mode quasi start-up vers les nouvelles énergies de mobilité. Pour vous donner une idée, quand j'ai rejoint le groupe, l'électrique, c'était 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait l'année dernière 180 millions, donc x 60 en 3 ans. Ça ressemble un peu à une start-up à l'intérieur d'un groupe. Ça demande un certain nombre de caractéristiques, et c'est ce qui me plaisait dans le projet. Je me sens personnellement beaucoup plus à l'aise dans les projets de développement d'entreprise, de pousser une stratégie, que dans des projets de restructuration ou de gestion des coûts. Et par ailleurs, j'avais un passé de M&A assez important. Et une des dimensions pour soutenir cette croissance, notamment pour se donner des moyens d'exécution complémentaires, c'est d'acheter des entreprises pour les aider à nous accompagner dans ces croissances et puis leur permettre elles-mêmes de franchir des nouveaux caps dans leur développement. C'est la rencontre avec qui, à un moment, vous avez parlé quelle est la personne que vous avez rencontrée et qu'est-ce que cette personne vous a dit pour vraiment vous faire basculer vers TSG ? Alors, je pense que ce n'est pas une personne, c'est une équipe. C'est-à-dire que j'ai rencontré le fondateur du groupe, Baudouin de Latour, qui est aujourd'hui le président du conseil de surveillance, qui n'est plus opérationnel. Mais j'ai rencontré aussi le directeur général des opérations en France, en Allemagne, au Benelux, le directeur financier, le patron de l'Italie. Et j'ai vu dans cette entreprise une vraie culture entrepreneuriale, un vrai sens du client, une vraie volonté d'aller de l'avant pour développer un business. Et c'est cette alchimie entre ces personnes où je me suis dit oui, je pense que je me sentirais bien dans cette équipe et je pense que je peux apporter quelque chose à cette équipe et à cette entreprise. Et c'est ça qui m'a fait basculer dans ce projet. Qui, une belle équipe, quoi, un ADN entrepreneurial de croissance, pourquoi un pivot vers l'ESG ? Magnifique. Vous avez bien résumé les choses. Merci. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris en arrivant chez TSG ? Quand on prend, voilà, c'est pas facile comme question, mais quand on prend la mesure de ce qu'on vient de rejoindre, le scope qu'on récupère, on a une phase d'audit, qu'est-ce qui vous a pas paru très clair au début ? Alors, d'abord, j'ai passé les 2 premiers mois à faire le tour des pays pour aller voir les opérations sur le terrain, y compris avec des techniciens dans des camionnettes pour comprendre c'était quoi leur métier au quotidien, y compris dans les centres d'appel pour recevoir les appels des clients qui nous demandaient de faire des interventions. Donc, au début, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises. Il y en a même énormément. J'ai assez vite compris que dans les métiers historiques du fuel, qu'il s'agisse des équipements ou des systèmes et des solutions de paiement dans lesquels TSG est également très fort, j'avais globalement une capacité d'impact et d'apport extrêmement limitée. Tout simplement parce qu'on avait dans chacun des pays beaucoup d'expertise, beaucoup d'histoire et des très grands professionnels de ça. Donc j'ai très vite compris que ce n'était pas dans ce domaine-là qu'il fallait que je m'investisse. Là où il fallait que je m'investisse, c'était clairement aider à faire le pivot et faire le pivot d'une manière qui m'avait un petit peu surpris au départ. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme pour rentrer dans le domaine de l'électrique, mais chacun avait l'enthousiasme local. Et il n'y avait pas encore la démarche coordonnée, groupe, pour se dire mais quelle est la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on peut apporter, et comment est-ce qu'on peut le structurer pour finalement que chacun ne réinvente pas la roue dans chacun des pays.
Et donc ça m'a pris un peu de temps de comprendre pourquoi chacun y était allé avec sa propre méthode, et puis d'embarquer tout le monde dans une méthode commune, tout en laissant le principe de subsidiarité se faire, parce qu'on est à la fois un acteur global, mais un acteur très local, très proche du terrain, pour structurer une approche. Permettre au groupe de jouer pleinement son rôle de support, de croissance pour les entrepreneurs qui le rejoignent. Tout en leur laissant beaucoup d'autonomie localement, parce que c'est eux qui sont en contact des deux éléments les plus importants de notre business, que sont les clients d'une part et nos équipes d'autre part. Bien évidemment. Un métier de service sans les people sur le terrain pour délivrer le job, ça n'est rien. Et justement, on va en parler tout de suite. Origination des boîtes que vous voulez racheter. Donc on a dit 10-20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans des segments donc d'avenir autour de l'électrique, autour de que ce soit l'énergie ou les services associés. 30 pays prioritaires identifiés en France, en Europe, en Afrique, pardon. Ça fait des cultures bien différentes. Ça fait des gens très différents, des marchés différents, des réglementations différentes. Quel dénominateur commun est vraiment le ciment de votre groupe entre tous ces gens? Alors, d'abord, en termes de développement, notre feuille de route, elle est très claire. On est convaincu qu'on a la capacité de doubler la taille du groupe, notamment avec le support d'HLD en termes de moyens financiers tous les 5 ans, ce qu'on est en train de faire sur cette première phase, en restant sur les géographies sur lesquelles on se trouve, donc en faisant du bolt-on. Donc, au moins sur les 5 prochaines années, l'objectif n'est pas d'aller explorer de nouveaux territoires, mais vraiment de consolider nos positions sur ces territoires, sur lesquels il y a énormément de vent dans le dos, notamment dans les nouvelles énergies de mobilité, pour aider nos clients à faire cette transition et pour aider la société à faire cette transition. Et notre rôle, c'est vraiment de construire et de maintenir les infrastructures qui vont accompagner ça, l'électrique, le gaz, l'hydrogène en particulier. Donc par rapport à ça, on a choisi des cibles de taille, on va dire, petite à moyenne. On n'exclut pas de faire des deals plus gros si on nous les propose. Jusqu'alors, ça n'avait pas été le cas. Donc on a fait énormément d'acquisitions, entre une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à entre 20 et 40 pour les plus grosses, avec un vrai travail d'intégration. Pour moi, le premier point que l'on regarde dans un dossier d'acquisition, pour en faire 20, on en a regardé 450. 450, c'est énormissime. Ce qui est énorme. Quelles sont en tout cas en France, quelles sont les banques d'affaires sur lesquelles vous vous appuyez pour l'origination? Alors, on travaille avec 2 réseaux principalement qui travaillent pour nous à l'achat, ce qui n'était pas si commun pour les embarquer à travailler avec nous. En buy side, on aime toujours un peu moins chez les banquiers d'affaires. Alors, on travaille historiquement avec le réseau de la financière de Courcelles. Quel associé en particulier? Et puis à Tout Capital. Financière de Courcelles, Mathieu de Bénat, et puis Emmanuel Ducrot, et puis à Tout Capital, qui nous ont aidés. Ils ont fait chacun entre 5 et 6 deals avec nous. Et depuis, on a un réseau d'un peu plus d'une dizaine de banquiers qui, dans chacun des pays, trouvent des cibles, nous les proposent et nous aident à les réaliser. Il y a un point commun dans toutes ces acquisitions qui est pour moi le plus important, c'est des dirigeants qui partagent nos valeurs. C'est-à-dire, clairement, on n'a pas fait une seule de ces acquisitions en disant on va acheter cette boîte, le dirigeant va prendre l'argent et partir. Aujourd'hui, une des choses dont on est le plus fier, c'est que sur 20 acquisitions réalisées, alors je ne parle pas des 2 dernières closées la semaine dernière ou la précédente, mais elles sont bien sûr dans ce cas-là également, dans 19 des 20 cas, le dirigeant est toujours à bord, bien motivé et bien engagé pour le projet. La manière dont on cherche à positionner ces opérations, c'est clairement d'aider ces sociétés qui sont performantes dans leur marché à franchir une nouvelle étape dans leur phase de développement dans TSG, tout en gardant une très forte culture entrepreneuriale. Et elles aident TSG à franchir un cap en termes de capacité d'exécution dans ces pays. Dans les 20 acquisitions que nous avons réalisées, 17 d'entre elles sont dans le domaine des nouvelles énergies de mobilité, 15 d'entre elles dans le domaine de l'électrique, où clairement notre capacité d'exécution est le goulot d'étranglement. Aujourd'hui, la capacité d'exécution est plus limitante que la capacité de vendre. C'est-à-dire qu'on a un marché sur lequel il y a énormément de croissance, sur lequel notre offre et notre positionnement sur notamment les bornes de recharge rapides et ultra rapides, dans tout ce qui est la mobilité, les flottes, l'hospitalité, les supermarchés, a une valeur, me semble-t-il, différenciante. Et on a besoin en permanence de renforcer notre force de frappe en termes d'exécution de projet et de maintenance. Et donc la plus grande fierté, et la première des choses qu'on regarde, c'est est-ce qu'on a en face de nous un entrepreneur qui est capable de continuer d'être un entrepreneur dans la culture de TSG. Et c'est vraiment ce qu'on recherche.
Est-ce qu'on peut rentrer en quelques secondes en détail dans le modèle d'alignement des intérêts que vous venez de décrire? Comment ça se passe? C'est du earn-out progressif lorsqu'on est le cédant, c'est de l'equity, c'est des primes sur objectifs. Comment ça se passe vraiment? J'imagine que c'est variable, mais si on devait essayer de le définir. Alors, on est assez convaincu qu'effectivement, avoir des économies dans lesquelles les différentes parties prenantes ont des intérêts alignés, ça facilite les discussions. Donc, typiquement, la plupart de nos transactions comportent effectivement une clause d'earn-out qui permet aux vendeurs, qui restent managers bien souvent, dans la quasi-totalité des cas, d'avoir un complément de prix tout à fait sympathique si le plan d'affaires qu'on a défini ensemble, il est délivré ou dépassé, et on est bien sûr ravis de payer cet earn-out ou de payer bien plus que ce qu'on avait prévu dans le business plan. Je peux citer un très bon exemple. On a acheté une société en Espagne qui s'appelle EMAG. Le dirigeant, 75 ans, 3 enfants, 2 filles pas dans le business, un fils dans le business, directeur général du business dans lequel il avait fait, après 15 ans, toute sa carrière dans différentes positions, donc il était directeur général. Le fondateur voulait à la fois organiser la transmission patrimoniale et puis assurer le futur de son fils. Et on leur a dit, nous, non seulement on veut acheter le business, mais on veut faire de cette boîte la tête de pont de TSG dans la zone ibérique, dans l'électrique. Et donc le deal s'est fait. L'entreprise faisait une douzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, très, très successful. 1 an après, elle fait le double de cette taille. Et le dirigeant de nous dire, mais vous m'aviez promis de nous apporter des contrats. Je pensais qu'il y avait un peu de discussion commerciale derrière ça. Mais j'ai été très surpris dans la semaine qui a suivi de voir TSG arriver et puis me dire, voilà, il y a ce contrat à honorer avec tel et tel client. Il y a tant de sites à électrifier. Et c'est vraiment ça notre business model, notre valeur ajoutée. C'est de dire ces entreprises peuvent croître et se développer avec nous. Et ce monsieur n'est pas juste le patron de la boîte en Espagne qu'il nous a vendu, mais c'est aujourd'hui le patron pour TSG dans la zone ibérique du business électrique. Donc on a une approche extrêmement pragmatique de l'intégration en se disant il y a un certain nombre de choses qui sont des must-have, il y a des nice-to-have, mais tout doit être fondé sur les compétences, la valeur ajoutée, la capacité entrepreneuriale pour que cette boîte, plus TSG, fasse plus et mieux que ce qu'elle était bêtement tout seul quand on l'a acheté. Et c'est vraiment ça, parce que faire des acquisitions, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on commence à avoir un certain savoir-faire. Ce qui est très important, c'est de réussir la phase d'intégration. Et là, tout commence à partir du jour du closing. Intégration, de ce que j'ai compris d'ailleurs, vous avez un modèle d'intégration à plusieurs vitesses en fonction de l'actif que vous intégrez. Ça peut être du 100% avec un peu d'earn-out évidemment derrière. Ça peut être du progressif. Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, on aime bien d'abord prendre le contrôle. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu un must-have. Après, il y a différentes modalités sur le plan financier. Ce qui est le plus important, c'est dans la phase d'intégration opérationnelle, où est-ce qu'on veut être à 2-3 ans et quelles sont les choses qu'on veut absolument faire à très court terme. À très court terme, il y a des choses qui ne sont pas vraiment négociables, c'est-à-dire mettre les boîtes au niveau de standards que l'on considère nécessaires au sein de TSG pour tout ce qui est les sujets de qualité, santé, sécurité, responsabilité sociale, environnementale, l'affichage de la marque, l'appartenance au groupe. Tout ça, ça doit être fait dans les 30 ou 60 premiers jours. Puis après, il y a de se dire, dans certains pays, on a réalisé déjà 1, 2, 3, 4 acquisitions. À horizon 3 ans ou 4 ans, il est hors de question d'avoir dans un pays 10 boîtes différentes avec la marque TSG. Donc là, c'est un peu le modèle ibérique dont on vient de parler qui, exactement, au contraire, ça veut dire progressivement travailler vers une logique d'intégration et de fusion. Je vais vous donner un exemple récent. On a fusionné la semaine dernière 2 sociétés qui toutes 2 venaient d'acquisitions qu'on a réalisées en Croatie. L'une dans les services et l'autre dans la mobilité, pour à la fin avoir une seule entité qui s'appelle TSG Croatia. Et donc, il faut à la fois avoir une forme de ligne directrice assez claire, avec des choses pas négociables, mais des choses sur lesquelles il peut y avoir énormément de pragmatisme. Le nom, il faut avoir énormément de pragmatisme. Si la marque de la société qu'on rachète est très valuable dans le pays, très identifiable par les clients, on peut accepter pendant un certain temps d'avoir une société du groupe TSG comme signature. Si à l'inverse, ce n'est pas nécessairement le cas et qu'on pense que l'appartenance au groupe TSG est, comme flagship est immédiatement créatrice de valeur et de goodwill vis-à-vis des clients, on peut basculer beaucoup plus vite. Donc c'est un mélange de principes assez clairs et de pragmatisme.
avec un petit document qu'on a fait, qu'on appelle dans notre jargon le Blue Book, qui définit un peu, non pas les réponses, mais les questions que les dirigeants qui doivent intégrer ces boîtes ont à se poser pour que l'intégration soit réussie et qu'on ne mette pas juste côte à côte des entités nouvelles au sein de TSG, ce qui serait à mon avis, un scénario non successful. Et évidemment, nous avons hâte d'en avoir une version dédicacée du Blue Book. Jean-Marc Bianchi, vous le savez, je vous avais prévenu, on vient de se rencontrer en plus, donc on passe au tutoiement à un moment dans l'émission, au moment où on parle de vous, de toi, Jean-Marc. Nancéen, tu quittes la place Tannes pour aller faire tes études à Amiens, puis audit, M&A, fonction finance, operations dans un grand groupe qu'on connaît bien, Lafarge, découverte des LBO dans le cadre d'un carve-out avec Materis, donc où tu es CFO, CEO, et grande aventure Carneos, cédé en 2017 à un industriel, donc sens inverse à Imerys. Et on salue l'équipe Imerys que nous connaissons bien par ailleurs. Donc, je le disais en introduction, un dirigeant bien connu du monde du private equity avec une carrière riche. Quel est, dans tout ce que tu as fait, quel est le deal de ta vie, celui dont tu te souviens, celui à quel tu penses avec un petit sourire, voilà, le matin en te rasant ou voilà. Alors c'est amusant parce que c'est sûrement pas le plus gros deal. C'est un deal qui a commencé par un échec assez cuisant. Quand j'étais dirigeant de Carneos, comme tu l'as rappelé, un des enjeux, c'était le sourcing des matières premières, et en particulier une matière première qui s'appelle la bauxite, dont la plupart des réserves en Europe se trouvent dans deux pays, la Grèce et la Turquie. Donc on avait des fournisseurs historiques, et l'un d'entre eux, qui était un partenaire du groupe Lafarge d'ailleurs depuis plusieurs décennies, je m'acharnais d'année en année à négocier avec la famille actionnaire le rachat de cette boîte, sans aucun succès. Puis jusqu'à aller offrir un prix qui, à un instant donné, me paraissait, comme on dit, un full price, sans succès. Et puis, pour des raisons purement circonstancielles, un jour, entre Noël et Nouvel An, le représentant de la même famille m'a appelé en disant « Jean-Marc, est-ce que tu es prêt à venir en Grèce cette semaine pour discuter de cette opération dont tu nous as parlé tant de fois ?» Et en 48 heures, on a fait ce deal à peu près la moitié du prix de celui que j'aurais été en mesure ou convaincu qu'il fallait payer il y a quelques années. Et qu'est-ce que ça m'a appris ? Ça m'a appris que dans le M&A, il faut avoir de l'agilité, il faut avoir un peu de la ténacité. Persévérance. Et puis, il faut être agile et prêt à manœuvrer au bon moment. Voilà et j'en ai toujours un beau souvenir de cette opération, parce que c'était des gens très attachants, les actionnaires, et un joli business. Merci pour ce souvenir. On a parlé du deal de ta vie. Évidemment, on doit aussi se poser la question du deal que tu as raté, qui t'est passé sous le nez. Et pourquoi est-ce qu'il t'est passé sous le nez, selon toi ? Alors, quand j'ai travaillé chez Lafarge, j'ai fait beaucoup de M&A. J'étais dans l'équipe M&A de la direction financière. J'ai fait beaucoup de M&A en Europe centrale, en Amérique du Sud. Et pendant quelques temps, on m'a donné la responsabilité du M&A en Inde. Je pense que au-delà d'y avoir laissé un bout de mon estomac dans les années 95 à 2000, j'ai encaissé le plus cuisant échec après 6 mois de voyages réguliers et de négociations avortées. J'ai pas fait un seul deal en 6 mois. Et un Américain m'a succédé dans cette mission, et il a fait 2 deals en 1 mois. Ok, bon. Donc, c'est la vie. On peut le dire, c'est le karma. Alors, on peut dire que je lui ai bien préparé le terrain. Voilà. Ou on peut dire qu'il a trouvé les mots que je n'avais pas trouvés. Mais là aussi, quand on travaille sur des opérations de M&A, il faut qu'on accepte que parfois, les circonstances, elles font que les étoiles s'alignent. Parfois, elles ne s'alignent pas. Et puis, il faut se dire qu'on a soi-même, de temps en temps, un peu d'impact. Et parfois, on en a moins dans certains environnements. Donc, ce n'était pas l'environnement où je devais être le meilleur et le plus performant. Et heureusement, derrière, l'environnement, tu l'as trouvé. Justement, en parlant d'environnement, on va parler d'environnement proche. Quel est le secret d'un bon duo entre un dirigeant sous LBO avec son fonds ou sa holding, puisque tu as connu les deux? Alors, je pense qu'il est très important qu'on s'entende sur le projet. Première chose, il faut qu'il y ait un projet. Et si le projet, chacun n'en a pas la même vision, tôt ou tard, ça va se voir. La deuxième chose, qu'on soit bien aligné sur les valeurs.
parlera peut-être d'HLD, une des raisons qui nous a fait, l'équipe de management, choisir de travailler avec HLD et qu'HLD nous accompagne et soit le sponsor et l'actionnaire principal de TSG depuis maintenant septembre 2020. C'est clairement ce fonds et ses dirigeants, Jean-Bernard Lafonta, Cédric Château, ont une culture extrêmement proche de celle des managers du groupe TSG, à savoir des vrais entrepreneurs. Un horizon de temps qui n'est pas nécessairement limité par rapport à des fonds d'investissement classiques qui ont besoin de faire tourner les fonds à un rythme assez régulier, donc un horizon de temps dans lequel le temps long peut être un bon allié. Et c'est très important de ne pas avoir cette pression du temps pour aujourd'hui continuer de se développer et pas au bout de 2-3 ans se dire tiens, on s'arrête parce qu'on est en train de penser qu'un jour on va vendre. Et puis troisièmement, personnellement, j'ai connu différents types d'investisseurs, anglo-saxons, plus franco-français. Je trouve que c'est très facile d'avoir ce type de connexion directe et voir en face de soi les dirigeants et les decision makers de l'actionnaire pour pouvoir prendre des décisions et puis avancer vite quand on veut être nous-mêmes agiles. Et donc, ça fait partie, pour moi, de l'alchimie d'un projet réussi. Puis, dernier élément, il faut tout simplement que les personnes s'entendent bien entre elles. Parce qu'à la fin, le business, c'est pas juste des tableaux Excel, c'est pas juste une stratégie, c'est aussi des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, qui partagent quelque chose et qui s'entendent ou qui s'entendent pas. Jean-Marc Bianchi, merci infiniment pour ta présence ce matin. Nous vous retrouvons lors d'un prochain Dealmakers Show qui aura lieu ici même sur les plateaux de Décideur TV. Merci à Fabien pour le montage. Merci à Stéphanie d'avoir rendu cette émission possible. Jean-Marc, excellente journée. À très bientôt. Merci Mathieu. Très bonne journée. Merci.